Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts, s'effacent devant les dames, aident les aveugles à traverser la rue, jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. Si vous aimez vos semblables, si vous avez foi dans le genre humain, vous cherchez parfois à conserver votre indulgence envers et contre tout. Même lorsque vous apprenez la sinistre carrière de quelques tristes rebuts de l'humanité, vous essayez de protester, mais l'homme n'est pas fondamentalement mauvais, c'est la faute des circonstances. Les circonstances, oui, certes, elles aident parfois à glisser sur la mauvaise pente. Mais cette pente semble étrangement plus facile à prendre pour certains que pour d'autres. Tenez, prenons le cas Emery Slocombe. Voici un nom qui reste sinistrement gravé dans la mémoire de nombreux Anglais. Emery Slocombe avait fait quelques erreurs dans sa jeunesse, mais qui n'en a pas fait? Et puis survient le grand tourment, la guerre. Eh bien, au cours de ces circonstances, on a vu des gens qui eux aussi avaient commis quelques erreurs, se racheter, devenir admirables, devenir des héros. Emery Slocombe, lui, dans les mêmes circonstances, devint une admirable crapule. Comme quoi elles ont bon dos, les circonstances. Non, la guerre fut seulement le creuset infernal où put se dévoiler la vraie nature d'Emery Slocombe. En avril 1937, Emery Slocombe se trouve dans 2 sales draps au sens propre comme au sens figuré. Il loge sous un faux nom dans un hôtel minable à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris. Pourtant, ce n'est vraiment pas la place à laquelle le destinent ses origines. Emery Nelson Slocombe est le 3e enfant de Mr. Arthur Woodward Slocombe, un industriel britannique influent. Mais si le premier fils et la fille suivent une voie toute tracée dans la haute bourgeoisie, Emery, le petit dernier, semble décidé à jouer le mouton noir de la famille. Élève brillant, doté selon ses professeurs de facilités peu communes, il se fait mettre à la porte de son collège, ou plus exactement, on le prie de partir par respect pour son père. Alors avec cette insolence qui lui a valu son exclusion, Emery hausse les épaules. C'est parfait! Je n'avais de toute manière pas l'intention de rester un jour de plus dans ce nid à ras de bibliothèque. Je n'ai vraiment que faire de cette prétendue éducation pleine de toiles d'araignée. Je ferai mon chemin avec mon intelligence. Vous verrez, père, c'est encore moi qui mènerai le plus haut et le plus loin le nom de Slocombe. Pour amorcer la brillante destinée qu'il se promet, Emery commence par donner ce nom de Slocombe à une certaine Madge Connelly. Madge a 8 ans de plus que lui et une réputation de femme d'expérience au mauvais sens du terme. Mais elle resplendit de la rousseur irlandaise et elle danse à merveille en découvrant les plus belles jambes des nuits de Londres. Alors bien sûr, une telle alliance n'est pas précisément du goût de Mr. Slocombe. Mais pour contraindre son père à l'accepter, Emery affirme haut et clair qu'il a mis sa fiancée dans une situation intéressante, comme l'on dit. Alors c'est faux évidemment, mais c'est un vieux truc qui marche. Emery épouse donc Madge, et dès ce jour, il n'a rien de plus pressé que de la laisser tomber, courant la bonne fortune de droite et de gauche. C'est dans les cercles de jeu qu'il passe presque toutes ses soirées, et aussi dans les parties privées, où il joue très gros. Il gagne un peu avec son agaçante insolence et perd beaucoup avec autant de désinvolture qu'il le peut. Mais il n'aime pas perdre, Emery. D'abord, parce que cela nuit à son prestige, et ensuite parce que les billets qu'il signe et qu'il est incapable de payer sont présentés à son père. Mr. Slocombe finit par atteindre le point de rupture. C'est inadmissible, Emery. À 23 ans, vous voir chaque semaine uniquement pour vous entendre demander de l'argent, c'est inadmissible. Emery regarde son père par en dessous, et un sourire de renard retrousse ses fines moustaches à la Clark Gable. Eh bien, père, si cela vous est aussi insupportable, j'ai une excellente solution à vous suggérer. Donnez-moi donc tout de suite ma part d'héritage. Je ne vous ennuierai plus avec des questions bassement matérielles. Avouez que cela donne un méchant coup dans le cœur d'un père, c'est un peu comme de se sentir mettre le premier pied dans la tombe. Et en moins d'1 an, Emery dilapide son avoir, et les dettes de jeu recommencent à tomber sur le bureau paternel. Et s'il y a une chose avec laquelle on ne plaisante pas en Grande-Bretagne, c'est bien une dette de jeu. Seulement trop, c'est trop. Le frère d'Emery, sa sœur et le mari de celle-ci protestent. Cela suffit, père. Ce garçon va trop loin.
Il vous prend pour une vache à lait. Et le souci que vous en avez finira par vous tuer. Il est adulte maintenant. Laissez-le une fois au moins affronter les ennuis qu'il se crée lui-même. D'ailleurs, cela lui fera le plus grand bien. Et c'est ainsi que début 1937, Emery Slocum se retrouve dans les sales draps d'un hôtel minable de la banlieue parisienne et sous un faux nom. Il laisse derrière lui une dette de 5000 livres, une somme énorme. Un mandat international est lancé contre lui. Il est repéré, arrêté, puis extradé vers la Grande-Bretagne. La prison pour dette, c'est le sort le plus infamant que l'on puisse réserver à un gentleman britannique. Et pour Arthur Slocum, le père, c'est une torture que d'y voir son fils. Alors lui qui verse déjà une solide pension à sa belle-fille, la turbulente Irlandaise Madge, il veut encore une dernière fois rembourser cette lourde dette. Mais il a donné sa parole aux autres enfants qui le surveillent de près et qui disent « Non, père, laissez-le cette fois, qu'il aille au bout de son expérience, que cela lui serve vraiment de leçon. » Oh, bien sûr, il respecte sa parole, Mr. Slocum, mais en même temps, il ne peut s'empêcher de tenter quelque chose pour alléger la peine d'Emery, parce qu'il se sent au fond un peu coupable de ce qui arrive. Si j'avais été plus ferme depuis le début, pense-t-il, mon fils n'en serait pas là aujourd'hui. Alors il ne va pas hésiter à s'humilier. Il va aller trouver le père du jeune homme à qui Emery doit ses 5000 livres. Le père, qui est un homme âgé et respectable comme lui, est membre du même club. Et il va lui dire, Monsieur Endicott, c'est le nom de cet homme, Monsieur Endicott, vous êtes un père comme moi, et votre fils Laurence est un joueur comme le mien. Vous devez comprendre ce que je ressens. L'autre dresse le menton et son monocle lance un éclair indigné. Monsieur le jeu a toujours été considéré, depuis des temps immémoriaux, comme un divertissement permis et distingué chez les jeunes gens de notre monde. Et même, à certains égards, comme une activité susceptible de les former au calcul politique au sens des affaires et des décisions rapides, mais à condition de l'exercer dans l'honneur. Le sous-entendu très direct résonne comme un soufflet à la face du vieux Slocum. Mais il ravale sa fierté. Je comprends, monsieur. Votre fils est un joueur qui a le sens de l'honneur, et vous aussi. Alors imaginez qu'il perde une somme qui dépasse ses moyens. Vous seriez derrière lui pour le sortir de l'impasse, n'est-ce pas? Certes, monsieur, certes, mais je ne vois pas. Eh bien, sachez que je ne peux pas, moi, aujourd'hui, jouer ce rôle. La parole donnée m'en empêche. Aussi, je vous demande en toute humilité d'agir auprès de votre fils, non pour qu'il abandonne sa plainte, mais au moins pour qu'il la suspende. Qu'il laisse à Emery une chance de prendre un nouveau départ dans la vie. Qu'il le laisse sortir de cette prison infâme et Emery remboursera par ses propres moyens. Je l'y contraindrai. Il travaillera s'il le faut. Cette dernière phrase, à propos d'un garçon de la bonne société, en dit plus long que tout sur la détermination de Mr. Slocum. Faire travailler son rejeton. M. Endicott est touché au cœur, et bientôt son fils Laurent suspend sa plainte. Emery Slocum est libéré. Il accepte l'hospitalité de son père, tête basse, repentant. Scène touchante, le retour du fils prodigue en somme. Il promet de s'amender, de rembourser, il promet ce que l'on voudra. Mais lorsqu'il entend le mot « travail », son oreille de renard frémit désagréablement. Aussi, quelques jours plus tard, son père remarque-t-il un changement radical, une fébrilité inhabituelle. Emery rentre avec des piles de journaux sous le bras, journaux dont il parsème sa chambre et qu'il laisse traîner bien en évidence partout dans la maison. La raison de cette fièvre soudaine? La politique. Oui, Emery s'intéresse tout à coup à la politique. Que dis-je, il s'intéresse, il se passionne. Mais oui, père, comment ai-je pu si longtemps être aveugle au bouleversement du monde, et en particulier en Espagne? C'est essentiel, ce qui se passe là-bas. Le gouvernement républicain démocratiquement élu est combattu par ce rebelle, ce général Franco. Il pousse les Espagnols à tirer sur leurs frères, il faut empêcher cela. Mr. Slocum est bien ennuyé. Ses opinions conservatrices le mettraient plutôt contre les républicains, mais il respecte les opinions de son fils. Aussi, lorsqu'Emery déclare qu'il ne peut plus tenir et qu'il veut partir pour l'Espagne, son pauvre papa est loin de faire un rapprochement avec la dette toujours impayée. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas dupe. C'est Laurence Endicott, ex-compagnon de jeu et créancier d'Emery. La veille du départ, alors qu'Emery parade dans une brasserie en revêtant déjà le masque du héros de la guerre d'Espagne, Laurence Endicott surgit, le saisit par le bras, le traîne à l'écart et nez contre nez, il lui lance au visage « Tu trompes peut-être ton vieux père, Emery, mais pas moi.
Tu ne fuiras pas tes obligations une fois de plus. Va en Espagne, va! Arrange-toi comme tu sais si bien le faire pour passer des vacances au soleil et raconter par lettres tes actes de bravoure. Mais tu reviendras, Emery. Il faudra bien que tu reviennes et ce jour-là, je serai là. Emery Slocombe, je serai là, comme la statue du commandeur. Je remettrai mes plaintes en justice et tu seras à nouveau poursuivi. Toutes les portes se fermeront devant toi, oui, Emery. Souris, mais oui, souris donc. Mais moi vivant, jamais plus on n'oubliera quel être sans honneur tu es. Ah, quelle belle tirade. Mais quelle imprudence aussi. Moi vivant? Tu ne seras plus jamais tranquille, vient de dire Laurence Endicott. Moi vivant? Fatale erreur. Il vient de signer son arrêt de mort. Et pour mener à bien cette exécution, Emery Slocombe va utiliser l'une des armes les plus étonnantes dans les annales du crime. Il va employer l'immense machine de guerre des nazis et commencer une exceptionnelle carrière d'assassin. Les assassins sont parmi nous. Un podcast européen. Donc, Emery Slocombe fuit l'Angleterre en 1937 pour faire oublier une dette de jeu de 5000 livres. Dette de jeu, dette d'honneur, dit-on. Et c'est l'honneur qui rend furieux son créancier, Laurence Endicott. Non, on n'oubliera pas, jurait Laurence. Moi, vivant, on n'oubliera pas, a-t-il dit précisément. Parole imprudente et fatale erreur, nous allons le voir. Car voici Emery Slocombe en Espagne. Bien perplexe en vérité, car il ne sait pas exactement où il a mis les pieds. Il n'a aucune capacité particulière, Emery, sauf un don véritable pour les langues et un certain charme. Alors, il se promène ici et là, dans le pays en pleine guerre civile, et il propose ses services. Mais les républicains se méfient instinctivement de ce beau garçon anglais aux manières aristocratiques. Ce n'est pas du tout le genre des brigades internationales où affluent plutôt les ouvriers communistes et les intellectuels de gauche. De rejet en rejet, Emery finit on ne sait trop comment par rencontrer les gens du camp d'en face, les phalangistes de Franco, le futur caudillo, le futur dictateur. Et là, oh surprise, on l'accepte. Alors Emery se dit que, puisque ce sont des gens qu'il apprécie, ce sont sûrement les meilleurs. Et le voilà engagé comme agent de liaison avec la France. Et pas n'importe quelle France, puisque ses correspondants ici sont les cagoulards, l'extrême droite la plus dure. Slocombe, souriant, charmeur, efficace et polyglotte, fait le va-et-vient entre Madrid et Paris. Le plus naturellement du monde, il fait la connaissance de Marcel Déat, de Jacques Doriot, de leaders actifs. Slocombe trouve en eux des caractères décidés qui l'impressionnent beaucoup. Nous voici en 1940. Emery Slocombe est en prison dans la zone de Vichy pour avoir participé avec les cagoulards à des activités pro-nazis. 8 jours après la capitulation de la France, il est sorti de sa cellule avec les honneurs. Tout naturellement, les autorités de Berlin se disent qu'il y a sûrement un parti à tirer de ce charmeur parlant 4 langues, imprégné des idéaux du Reich et qui de plus est citoyen britannique. On voit donc un beau jour un jeune couple muni de tous les laissez-passer débarquer du train à Berlin, Mr. et Mr. Smith. Qui sont donc ces deux beaux jeunes gens au nom un peu trop vague? L'homme, c'est Emery Slocombe, et la femme n'est pas vraiment son épouse, c'est sa maîtresse française, une certaine Ginette de Barge. Mais les dirigeants nazis, par souci d'honorabilité du régime, ont exigé qu'ils soient mariés sur leurs faux papiers. Emery Slocombe est immédiatement embrigadé dans une école de propagande. Quelques semaines plus tard, gonflé à bloc des principes de grandeur et de généreuse fermeté prônés par le bon docteur Joseph Goebbels, il reçoit sa première mission. Il s'agit de parler sur les ondes de la radio. Il faut prononcer des discours pour démoraliser les Anglais, mais surtout, ces interventions seront entendues dans les camps de prisonniers de guerre. Le but est de dissuader les soldats anglais captifs d'organiser des évasions qui causent bien des soucis aux Allemands. Ce garçon, dit un responsable de Berlin, ne pense qu'à retourner vers l'Angleterre. Retourner vers l'Angleterre? Pour la première fois au milieu de ces tribulations, Slocombe se remet à penser à son retour à lui et à sa dette de 5000 livres et aussi à Laurence Endicott. Endicott qui a promis « Je serai là comme la statue du commandeur ». Eh oui, il sera là, à moins que... Est-ce que vous voyez l'idée qui passe dans la tête de Slocombe? Et si Endicott, par les hasards de la guerre, était aux mains des Allemands? Slocombe est en position pour agir, il a le pouvoir, du moins un certain pouvoir. Il annonce à ses maîtres qu'il a peut-être un projet riche de possibilités. Il lui faut pour cela un meilleur contact, un contact plus direct avec les prisonniers. Il lui faut mieux les connaître. Mais il doit choisir le meilleur terrain pour ce contact.
et sous ce prétexte, il consulte les listes des prisonniers. Et l'incroyable arrive. Sur la liste d'un camp, il y a effectivement le lieutenant Lawrence Endicott. Alors Slocum dévoile son projet. Convaincre un certain nombre de prisonniers anglais que la grande menace pour la civilisation occidentale, c'est le bolchevisme, et leur faire accepter d'aller combattre aux côtés du Reich dans une légion de volontaires comme les Français en ont formé une. Le projet fait sensation, il est accepté. Emery Slocum part aussitôt pour sa croisade dans les camps. Il n'hésite pas à se mêler de près aux prisonniers pour faire son discours. Et ce qu'il attendait se produit. Un groupe farouche s'en prend à lui, à main nue, malgré la protection armée qui l'entoure. À la tête de ce groupe, bien sûr, Lawrence Endicott, hurlant de haine. « Traître! Non seulement tu as perdu ton honneur, mais tu déshonores ton pays !» Slocum a pris un risque, mais il a joué et gagné cette fois. Il s'en tire avec quelques blessures, mais ce sont les Allemands eux-mêmes qui prennent la décision qu'il espérait. Il faut faire un exemple. Ces hommes seront punis pour atteinte physique à un représentant du Führer. Punis, on sait ce que cela veut dire dans le langage nazi. En violation de toutes les conventions internationales sur les prisonniers de guerre, les 15 hommes impliqués dans ce soulèvement sont fusillés. Parmi eux, Lawrence Endicott. Slocum respire, sa créance est éteinte. Un jour, il pourra revenir en Angleterre la tête haute, aux côtés des vainqueurs allemands puissants, respectés, intouchables. Et il y croit vraiment à cet instant. Seulement, il s'est engagé dans un engrenage dont il ne mesure pas l'étendue. Après cet exemple meurtrier, le commandant du camp envoie un rapport des plus satisfaits. On note une accalmie sensible et une baisse considérable des tentatives d'évasion. Et l'esprit tortueux mais pratique des responsables berlinois entrevoit une conséquence facile à déduire. Il n'y a qu'à envoyer cet idiot de Slocum recommencer la même chose dans les camps les plus remuants. Car c'est certain, même ses maîtres ne croient plus à cette légion anglaise, et ils prennent Slocum pour ce qu'il est, un prétentieux au verbe facile mais sans envergure. On va mettre à profit son envie de prestige, on va faire de lui une sorte de vedette. On le diffuse à la radio, on le loge dans les meilleurs hôtels, il va voyager en Belgique, en Tchécoslovaquie, en France, en Yougoslavie, toujours en compagnie de sa femme qui n'est d'ailleurs jamais la même, et toujours sous le prétexte de recruter des volontaires anglais. À chaque fois, ou presque, il y aura révolte, émeute, tellement ses propos outragent ses compatriotes. On le protège efficacement, mais ce sera à chaque fois le prétexte pour faire un exemple qui calmera le camp. Et ainsi, derrière lui, Emery Slocum, marionnette sanglante, va laisser des marques mortelles de son passage. Alors comment va s'achever la carrière de cet assassin plus ou moins inconscient? Eh bien, gonflé comme une outre par ce succès qu'il croit dû à son habileté de tribun, Slocum ne se produit pas seulement à la radio. On demande à le voir en chair et en os dans les villes où il passe. Il accepte avec joie. Et il se laisse obligeamment photographier dans les banquets avec les hauts dignitaires du régime. Seulement parmi ceux qui le mitraillent de clichés, il y en a qui rêvent de le mitrailler vraiment lorsque le jour viendra. Et ce sont ces nombreuses photos qui permettront de l'arrêter à la frontière de l'Italie et de la Suisse, où il veut se réfugier lors de l'effondrement du Reich. Ramené en Angleterre, où il est devenu un symbole, il est confié à des officiers de renseignement qui n'auront pas grand mal à le dégonfler, comme l'on dit. Il leur racontera sans trop se faire prier toute sa carrière. Et ils finiront par le faire se recouper et avouer le motif très personnel de son premier, comment appeler cela, de son premier crime par nazi interposé. Oh, son avocat voudrait essayer de le sauver quand même. Dites au moins que c'était par conviction que l'on vous avait lavé le cerveau à Berlin à coups d'idées pernicieuses. Mais Emery Slocum répond en retrouvant son arrogante naïveté. Pas du tout. Je ne suis pas de ceux que l'on abuse. J'ai fait ce que j'ai fait. Ce devait être dans ma nature. Le bourreau, ce que l'on dit, n'a pas eu une parole d'encouragement en lui passant la corde au cou. Vous venez d'écouter Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.